Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. La dernière séance de l'année vient de s'achever. Une toute nouvelle année 2021 donc va prendre le pas en espérant qu'elle vous soit plus douce que la précédente. Du coup, j'en profite et Dash se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, mais vu le décalage horaire, ça va déjà être terminé. Mais en tout cas, une très belle année, je le répète. Et profitez bien de ce qui est vraiment important. Et je suis sûr que la bourse et le trading ne fait pas partie de cette catégorie. Alors, voilà où nous en sommes pour le pour le CAC 40. Comme on peut le voir, malheureusement, hein, la baisse est conséquente sur cette dernière séance, 0,86%. Pas de raison spécifique, sans doute juste une prudence. Et il s'agit aussi pour beaucoup de fonds de fixer la performance de l'année. Et à partir de là, ce n'est pas non plus très très grave. Mais ça suffit quand même à acter de nombreuses choses que l'analyse technique avait mis en exergue ces deux dernières séances. Tout d'abord, nous avons ici effectivement une résistance journalière, celle des 5598, 5612, qui ne sera pas facile à passer. Ce n'est jamais que le troisième échec hein, sur cette même zone. On remarque également que les difficultés ont été annoncées par une série d'éléments qu'il faut garder en tête si vous êtes débutant parce que ce sont des situations qui se reproduisent. Tout d'abord, on avait cette configuration en chandelier japonais qui s'appelle une étoile du soir, bougie verte, bougie rouge ou verte, puis bougie rouge, avec les corps qui ne se chevauchent pas. Les bougies et les corps peuvent se chevaucher, mais pas les corps. Vous voyez, il y a la bougie, le corps de la bougie 1 et le corps de la bougie 2 ne se superposent pas, ni celle de la bougie 2 et de la bougie 3. Ça a annoncé des difficultés, et les difficultés eh bien, sont apparues aujourd'hui. Vous remarquez également qu'on avait une vilaine bougie ici sur la bougie 3 qui était marquée par une mèche haute très longue, et effectivement ça corroborait l'idée d'une continuation de la baisse. À noter également qu'on avait un turtle soup. Alors on l'a étudié, le précédent turtle soup était arrivé ici. On avait un nouveau turtle soup qui était apparu, donc c'était sur la séance du 29 décembre. On en a parlé, je ne vais pas en reparler, mais voilà, ce sont des éléments qui militaient pour une continuation de la baisse, comme le fait que nous avons eu un gap ici qui avait été ouvert, souvenez-vous, hein, entre cette bougie-ci et cette bougie-là. On pouvait se demander à l'époque s'il s'agissait d'un gap de continuation ou d'un gap d'essoufflement. Vous voyez, hein, ça a été tranché par le marché en l'espace d'une journée, et c'était arrivé sur la bougie du 30 décembre, et du coup, effectivement, la baisse n'est pas surprenante. Plusieurs choses encore à dire au niveau du gap. Nous avons un autre gap qui a été ouvert ici, hein, vous le savez, celui des 5545, 5547. Il n'a pas été rebouché, celui-là. Tant qu'il n'est pas rebouché, on peut caresser l'espoir qu'il s'agisse toujours d'un gap commun avec pour objectif de prendre la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap. Ça veut dire aller chercher les 5790. Bon, je ne sais pas s'il va être rebouché ou pas ce gap, mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à chauffer pour ce gap. Alors, du coup, la dernière chose que je voulais dire par rapport au gap, c'est que je l'avais mentionné, souvenez-vous-en ici. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie du 18 et le plus haut de la bougie du 21. C'était également un gap, et on avait assisté à son comblement très rapide. Et j'avais expliqué que lorsque les gaps sont comblés rapidement comme ça au milieu de nulle part, c'est souvent des gaps communs, et que les gaps communs annoncent souvent des périodes de latéralisation. Et j'avais même illustré. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on peut se demander si le début d'année 2021 va pas commencer par une reprise d'une sorte de latéralisation pénible et longue, hein, annoncée par la présence de plusieurs gaps communs du coup, puisque si ce gap là est avéré comme étant un gap commun, et que celui-ci était également un gap soit d'essoufflement soit de gap commun, mais en tout cas dans les deux cas rebouché là rapidement, si ce troisième gap ici était rebouché rapidement, on aurait effectivement à craindre une période de latéralisation laborieuse. J'en profite pour ne pas oublier, regardez sur l'année donc. Ok,
sur l'année, la progression aura été de 7% en négatif, hein, donc une baisse de 7% par rapport à la clôture de 2019, ce qui est pas mal compte tenu du fait qu'au pire de l'année, on avait perdu quand même 40%. Je précise comme ça en passant que pour le DAX, c'est une progression de 3,5% et pour le Nasdaq et l'argent, c'est une progression de 40% et pour l'or, une progression de 25% annuelle, hein. Et les marchés américains ont progressé également. Et je reviens après cet aparté aux données journalières que voilà. Je précise également parce que ça peut être intéressant, si on bascule du côté des bougies qui vont maintenant être un rendez-vous systématique, si j'oublie pas les bougies Aiki-Nashi. Et non, c'est pas là, c'est ici. On voit que pour le coup, cette fois-ci, on a bien une bougie qui est rouge. Autant j'avais expliqué que ces bougies longues avec des mèches hautes réduites étaient des bougies haussières. J'avais expliqué que la bougie du 30 décembre n'était pas affolante, elle était toujours verte, mais on n'avait pas cette longueur du corps par rapport à la bougie haute. Ça y est, la bougie d'aujourd'hui, par contre, est une baisse qui n'est plus une bougie haussière. C'est pas une bougie baissière non plus, il ne faut pas avoir peur de la couleur rouge, mais bon, avec une bougie avec un petit corps, une mèche haute, une mèche basse, bon, c'est simplement pas haussier, ça peut annoncer une consolidation, ça sera baissier lorsqu'on aura une bougie avec avec un long corps et une mèche basse limitée. J'essaie de vous en trouver une, voilà, voilà, comme celle-ci. Voilà. Si on avait une bougie comme ça serait plus inquiétant. Ok. Je vous invite d'ailleurs à regarder le tutoriel hein, sur le Aiki-Nashi que j'ai produit récemment. Et vous avez également du coup les éléments purement techniques. Ah non, j'ai oublié, et c'est important. J'avais expliqué dans la vidéo d'hier que si on s'attachait à envisager une baisse, il fallait utiliser les retracements de Fibonacci. Et on sait que les traders aiment bien rentrer sur le retracement de Fibonacci, ce qui nous amène à considérer que ce niveau des 23,6% qui a été atteint hein, justement aujourd'hui pourrait faire l'objet d'achats mettant fin à la baisse. Hein. Le prochain niveau, ce serait les 38,2%. Et si c'était pas rebouché les 23,6%, ça serait bien parce que, enfin si c'était pas enfoncé, puisque ça préserverait le gap justement. Donc, on passe aux éléments purement techniques à présent. La moyenne mobile à 20 jours, elle est plate, donc on a tendance générale neutre. Par contre, la moyenne mobile à 7 jours, elle est haussière. Alors, ouais, je ne sais pas si on peut considérer qu'on est en dessous ou pas, on est à son contact. Hein. On est entre la tendance haussière de court terme et la tendance neutre si on considère qu'on a clôturé en dessous. Mais à ce niveau, c'est pas très important, il ne faut pas non plus s'attacher à des détails inutiles. La moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante et les cours sont au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et la tendance donnée par la M200, la tendance de long terme est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. On peut regretter le fait que malgré des espoirs, eh bien, le croisement haussier fort que l'on espérait n'aura été qu'un croisement haussier faible. C'est-à-dire que la M7 croise la M20, mais alors que la M7 et la M20 sont en train d'évoluer en sens inverse. La M20 est en train de descendre, la M7 est en train de monter. Bon, c'est dommage. Ça veut dire clairement que c'est un signal haussier, mais il y a beaucoup de faux signaux lorsqu'il y a un croisement haussier faible et pas fort. Et on termine donc avec les autres éléments techniques. Et c'est un autre élément assez négatif que j'aimerais... ce que vous entendez là, c'est un kookaburra, c'est un oiseau australien, ça fait un potin pas possible. Et vous avez donc deux signaux baissiers délivrés par les éléments techniques. Le CCI qui sort de sa zone de surachat, c'est pas bon. Et on a également un MACD qui délivre un signal baissier en faisant un non-croisement baissier justement. Vous voyez, c'est le MACD qui s'aventurait, il en était à une séance ou deux d'aller croiser le MACD. Le signal, mais finalement c'est vers le sud que l'on repart et c'est ça qu'on va aujourd'hui analyser dans le backtest du jour. Alors, voilà ce qu'on va backtester. Je vous propose la chose suivante. Si le MACD, après avoir fait un non-croisement baissier, baisse la séance suivante, c'est gagné. Si le CAC 40 après avoir fait un non-croisement baissier monte, c'est un échec. Alors,
J'ai mis des conditions parce que sinon c'est difficile de backtester si on n'est pas précis. Un, je filtre, je veux que avant que l'écart en gros entre le signal et le MACD s'accroisse, eh bien je veux qu'en fait le MACD soit en train de monter. Donc il faut qu'il y ait une montée et puis après une baisse. Ok. Concrètement, c'est pas ça. Ok, là, l'écart s'était réduit, mais le MACD ne montait pas, il descendait toujours, mais il descendait moins vite que le signal, hein. Donc, il faut que ça monte au moins une séance et que ça repart vers le bas. Ensuite, il faut vraiment qu'on soit à un doigt de croiser, genre on aurait croisé la séance suivante ou la séance d'après. Par exemple, ici, c'est pas valable non plus à regard de ce critère parce que le signal et le MACD étaient vraiment éloignés, quoi, hein. Donc, c'est plus facile en fait de le juger en regardant l'histogramme plutôt que les courbes elles-mêmes. Donc, c'est parti. On va prendre quelques exemples et juste pour illustrer et voir comment on peut en tirer partir. Attendez, je vais enlever les choses qui ne m'intéressent pas, sinon on n'y voit plus rien. Et c'est parti. Première occurrence, c'est ici, voilà. Et c'est un succès, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais vous voyez là, vous avez eu ce qu'on appelle donc un non-croisement baissier sur cette bougie. Ok, enfin non, c'est plutôt une belle performance pour le système, puisque vous voyez, le MACD s'est rapproché de son signal en montant. On était vraiment à une séance ou deux de croiser le signal à la hausse. Et puis finalement, on repart vers le bas sur cette bougie. Et derrière, la séance a été une belle séance de baisse, hein, puisqu'on a perdu quand même 1,2%. Alors, deuxième occurrence. Alors, attendez, ça arrive pas souvent cette histoire, donc voilà, ici. C'est également un succès, puisque comme vous pouvez le voir, oui, alors je précise évidemment, c'est valable pour les actions, pour le forex, pour les indices, pour tout, à condition bien sûr de backtester avant. Ici, vous avez votre non-croisement baissier, et derrière, vous voyez, on a eu une baisse. Alors attention, hein, on a baissé beaucoup plus. On a baissé, regardez, entre le moment où on a eu le signal et les plus bas, on a perdu 4,6%, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans ce backtest précis, c'est le fait qu'on a baissé ici. Et effectivement, on a perdu sur cette bougie 0,5%. Bon, on va aller plus vite. Encore un succès. Un échec qu'on va détailler du coup. Et bon, c'est un cas un petit peu limite, mais je l'ai pris quand même. C'est celui-ci, vous voyez, on a eu le signal sur cette bougie. Et derrière, la bougie suivante, on a progressé de 0,57. Alors, derrière, effectivement, ça s'est effondré, mais encore une fois, on backteste les choses sérieusement. J'avais dit la séance d'après, donc là, effectivement, c'est un échec. Par contre, là, c'est une réussite. Bon, et on va plus vite maintenant. Un autre échec. Un deuxième échec. Un succès. Encore un succès. Encore un succès. Un échec. Un succès. Encore un succès. Deux échecs d'affilée. Alors le chien il n'est pas content parce que je ne m'occupe pas de lui. Un succès. Un autre succès. Un échec. Un deuxième succès. Deux succès et quatre échecs. Un succès, un autre succès, un échec, deux succès, et ça y est, on arrive à la bagatelle de 31 occurrences avec 19 succès et 12 échecs. Alors, ça veut dire un taux de réussite du système de 61%. C'est pas fantastique, mais franchement, c'est pas mal du tout parce qu'il s'agit encore un petit peu éventuellement de faire évoluer le système au niveau de la prise de profit et on peut avoir des ratios gain-risque très intéressants, mais c'est à vous de mettre les mains dans le cambouis par rapport à tout ça. Alors, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû spéculer à la baisse dès la clôture de la séance de jeudi ou alors dès l'ouverture des marchés lundi? Non, évidemment non, parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez vos pertes, à quel moment vous prenez vos profits. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez prévu d'acheter, et que vous achetez à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment dans le sens des statistiques parce que normalement, on devrait quand même aller faire une séance de baisse lundi. On termine donc avec l'Ishimoku et l'Ishimoku nous donne encore de la déception du coup, hein, puisqu'on pouvait espérer
alors attendez, oui, que les courbes Tenkan Kijun se redressent et redynamisent la tendance haussière. Il n'en est rien, la tendance de fond est haussière parce que le nuage est ascendant. Par contre, la tendance de court terme et la tendance générale est neutre puisque la Tenkan et la Kijun sont plates. Et on termine tout naturellement avec les trades du jour. Alors, ah oui, effectivement, j'avais dit, j'ouvre une dernière parenthèse, que j'étais en vacances et que je ne pourrais pas faire nécessairement avec régularité les analyses. Ben, je peux le faire aujourd'hui. Ça ne préjuge pas du fait qu'il y aura une analyse là dès lundi. Ok, ça sera selon les circonstances et les connexions que je pourrais avoir. Alors, nous avons donc, si vous avez un biais qui est haussier, ben vous avez un bon point d'entrée. Hein. Vous, par exemple, vous utilisez les Fibonacci. On a dit que les traders aiment bien rentrer sur les retracements de Fibonacci. Si vous achetez, si vous visez un retour sur la résistance, celle qui nous a embêté à 0,84%, si vous mettez un stop en dessous du gap, voilà, à 0,5%, en espérant que les cours rebouchent le gap rapidement et puis remontent sur la séance, vous avez un ratio Guéris qui est supérieur à 1, c'est jouable. On espère que les 23,6% de Fibonacci tiendront en clôture. Maintenant, si vous voulez trader à la baisse, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on a évoqué dans le backtest du jour, hein. Spéculer à la baisse. Et le problème, c'est vous devez savoir où vous mettez votre stop. Encore une fois, j'avais expliqué, donc c'est un peu difficile. Mais si vous pensez que la baisse est engagée et qu'on est parti pour une nouvelle rotation dans le support journalier, vous pouvez mettre un objectif à 1,6%. Si vous mettez un stop, allez à 1,3% au-dessus de la résistance journalière, compte tenu du fait qu'on a expliqué ce qu'on a expliqué avec le non-croisement de MACD, ça peut être intéressant. Vous avez un ratio gain-risque super 1. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous souhaite à nouveau une très bonne année. Et je vous dis à très vite pour une autre analyse technique. Et n'oubliez pas, si vous êtes en vacances, de regarder toutes les vidéos que vous n'avez pas regardées encore pour l'instant. Et en particulier, je le rappelle, les vidéos podcast sur mon site dédié au podcast. Vous apprendrez beaucoup de choses au contact et à l'écoute de traders que j'ai sélectionnés pour vous.